Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast, de nouveau avec le docteur Florence Dezachy. Bonjour docteur. Bonjour à tous, Vous allez bien Florence? c'est parfait, Vous êtes en forme? en forme, J'ai tous l'impression que, nos animaux. chez vous il fait beau aujourd'hui. Avant de lancer la Oui, vidéo, vous me disiez que exceptionnellement. ouais, Voilà, il y a quand même du soleil à Paris. il y a du soleil à Paris. Bon, nous du côté de Marseille, on est relativement habitués, mais c'est vrai qu'on en profite quand on peut parce que le matin il fait pas très chaud. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer aux soins spécifiques en fonction des races. Existe-t-il des soins spécifiques en fonction des races? Pour quelles raisons est-ce qu'on traite aujourd'hui ce qu'on avait envie de traiter aujourd'hui ce sujet, Florence? Mais parce qu'en fait, c'est vrai que les soins, on parle des soins des yeux, des soins des dents, des soins des oreilles, et souvent les propriétaires disent, bah oui, mais est-ce que c'est vraiment utile de brosser les dents? Est-ce que c'est utile de nettoyer les yeux? Alors, on voulait mettre l'accent justement sur certaines races où non seulement c'est utile, mais c'est indispensable parce que ayant des caractéristiques physiques différentes des autres, eh bien, les petits problèmes qui seraient légers sur une race autre vont prendre de l'ampleur. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines races qui sont fragiles, on le verra au niveau des yeux, des oreilles, de la peau, des ongles, et donc il faut veiller à avoir des soins un petit peu plus réguliers. Et puis c'est aussi pour faire prendre conscience aux personnes qui souhaitent potentiellement adopter un de ces animaux qu'on va citer, parce qu'il y a des soins spécifiques en fonction des races, etc., qu'il faut apporter des soins, que ça demande du temps, ça demande de l'investissement, donc il faut avoir conscience de ça aussi. Exactement, temps et argent. Temps et argent, effectivement, quand on parle L'amour ne d'investissement, suffit pas. voilà, quand on parle d'investissement, il y a les deux. Eh bien, on va démarrer avec la première question, qui est quel type de soins nécessitent les races brachycéphales? Je pense qu'on peut faire un point déjà sur ce qu'est une race brachycéphale. Voilà. Alors, race brachycéphale. Brachy, ça veut dire court, céphale, c'est la tête. Donc, c'est les chiens, alors à tête courte, plutôt à tête écrasée. Donc, vous savez que ces chiens à tête écrasée ont les narines qui sont très serrées. Donc, souvent, on les opère d'ailleurs pour ouvrir un peu les narines. Et puis, ils ont aussi des plis, c'est-à-dire que comme le museau est aplati, eh bien, ils ont des plis au niveau au niveau du museau et au niveau des yeux. Et donc, ces plis ont deux conséquences. D'abord, c'est que les bactéries au niveau de la peau vont se développer. Donc, c'est des endroits qui peuvent s'infecter. Et ça appuie un peu au niveau de l'œil et ça va, fermer le canal lacrymal. Le canal lacrymal, on l'a nous aussi, c'est un petit trou, un petit canal par lequel les larmes s'écoulent et donc s'écoulent par le nez. Si ce canal est bouché, les larmes vont s'écouler le long en fait du nez et vont entraîner non seulement de l'humidité en permanence qui va faire que les bactéries vont se développer, et aussi des espèces de traces inesthétiques qui sont un petit peu rouges quand l'animal est à la peau claire. Donc, sur ces animaux-là, les soins des yeux réguliers, d'une part pour déboucher le canal, sont indispensables. Vous pouvez utiliser des lotions oculaires ou du sérum physiologique. Et il faut également utiliser, le mieux, ce sont des lingettes spécifiques pour ces chiens. Et en fait, le passer tous les jours dans ce pli de peau qui est donc de chaque côté des narines et surveiller qu'il n'y ait pas justement d'infection à ce niveau-là. Donc ça, c'est très important parce qu'ensuite, une fois que l'infection a démarré, que le chien se gratte, c'est difficile de revenir en arrière. C'est possible, bien évidemment, mais c'est plus difficile. Donc ça, c'est valable effectivement pour les chiens, les races brachycéphales, mais je vais élargir un petit peu le sujet. C'est valable aussi pour certains chats, type exotique, short hair, Voilà. persan. Et voilà, donc les persans, alors j'allais dire c'est encore pire, non, mais c'est vrai que les persans, eux, n'ont pas forcément, ont un peu les narines écrasées, mais surtout ces canaux lacrymaux qui sont bouchés. Et donc vous voyez toujours des persans qui ont des espèces de croûtes un peu en bas des yeux. Et voilà. Et donc c'est important parce que vous avez raison d'insister sur les chats, ça fait parfois des croûtes. Et quand on enlève ces croûtes, eh bien les poils viennent avec et la peau est très irritée en dessous. Après, il faut mettre des crèmes et vous savez que dès qu'on met une crème à un chat, qu'est-ce qu'il fait? Il passe sa patte, il lèche la patte, il salive, on a l'impression qu'il a avalé du savon. Donc voilà. Donc, race brachycéphale, chien, carlin, bulldog, chat, persan, des soins réguliers au niveau des yeux et de la peau des narines. Super. On a introduit les chats, on en a parlé. Eh bien, on va continuer avec cette deuxième question. Les chats à poils longs ont-ils besoin de soins particuliers?
Alors, les chats à poils longs, le risque, c'est que comme tous les chats, ils se lèchent, mais vous savez que la langue des chats est très râpeuse, donc quand ils se lèchent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils s'enlèvent des poils. Quand c'est un chat européen, ben, ça va, ils les vomissent souvent une ou deux fois par mois, c'est normal. D'ailleurs, j'insiste, hein, l'herbe à chat, ça n'est pas un vermifuge, attention. L'herbe à chat, c'est fait justement pour ensuite qu'il y ait un élément qui ne soit pas digestible dans l'estomac et que ils le vomissent. C'est fait pour. Donc, les chats en général vomissent ces poils comme ça. Quand les chats à poils longs ne sont pas brossés, en fait, ça fait une boule de poils. Le terme, est-ce que vous le connaissez? Ce sont des trichobézoartes. Et donc, ces Ça va boules être de dur poils, à mettre en voilà, sous-titre ça. Hein. ces boules de poils, dans le meilleur des cas, ils les vomissent et ça fait une espèce de boudin, en fait, de poils. Et dans le pire des cas, ils ne vomissent pas et ça donne une occlusion. Donc, j'ai déjà vu en clientèle certains Maine Coon qui font des occlusions une fois, deux fois, trois fois. C'est embêtant parce qu'il faut ouvrir l'abdomen, il faut ouvrir l'intestin, il faut aller enlever cette boule de poils. C'est des opérations qui ne sont pas anodines. Donc, et en plus, quand on ne brosse pas les chats, comme par exemple les persans, ils arrivent, on dirait des tortues ninja, avec une carapace énorme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les raser complètement. Donc, parfois, il faut les endormir parce que c'est pas douloureux, mais bon, il y en a pour 1 heure à tout enlever. Donc, surtout, s'il vous plaît, brossez les chats à poils longs. 1 fois par semaine suffit, c'est pas la peine de faire ça tous les jours. Vous les habituez tout petits, parce qu'après, ça sera difficile. Vous insistez sur la peau du ventre et l'intérieur des cuisses. C'est vrai qu'ils n'aiment pas, mais c'est là que se font les bourres. Parce que si vous voulez sur le dos, les gens disent « Oh, je l'ai brossé sur le dos, c'est super ». Bah oui, mais bon, ça c'est le plus facile. Et puis le chat le fait. Par contre, il y a d'énormes bourres au niveau des cuisses, à l'arrière des cuisses, sur le ventre. Alors attention, il faut une brosse spécifique. Les étris toutes simples ne suffisent pas. Il faut vraiment des brosses avec une espèce de lame en fer il n'y a aucun danger. Et surtout, il ne faut pas juste passer dessus. L'intérêt, c'est d'aller enlever la bourre en dessous. Donc, vous risquez pas d'arracher le chat, vous inquiétez pas. Et donc, en fait, il faut vraiment bien, bien appuyer et enlever cette espèce de poil qui est du sous-poil et qui fait justement les bourres. Donc, attention, ce n'est pas juste esthétique, c'est un risque d'occlusion très important. Alors là, c'est le toiletteur qui va parler. Effectivement, souvent, quand on amène des chats, quand on nous amène des chats en salon, on dit moi je comprends pas, je brosse mon chat, il est plein de. Oui, nous, ce qu'on indique, c'est il faut peigner. Il existe des peignes en métal. Et donc, Exactement. il faut, comme vous l'avez dit, aller à la racine du poil, vraiment au niveau de la peau, pour aller chercher cette sorte de bourre et ces nœuds pour les faire remonter et les peigner. Mais par contre, c'est vrai que des fois, on a des chats qui arrivent dans des états tellement catastrophiques qu'on est obligé de les tondre. Et le risque avec la tonte, c'est la coupure parce qu'ils ont une peau très fine. Et donc, on peut les couper. Alors, rien de dramatique, hein, bien évidemment, mais c'est dangereux, notamment au niveau du ventre aussi où il y a les mamelles. Et où parfois, le passage de la tondeuse, il suffit qu'il y ait un nœud qui cache la mamelle. À ce moment-là, il peut y avoir une petite coupure. Donc, il n'y a rien de grave, mais c'est pas agréable pour le chat. Donc, c'est très important quand on a un chat à poils longs, de l'entretenir régulièrement et de l'amener aussi, si vous pouvez, chez le toiletteur, parce qu'effectivement, là, vous allez pouvoir faire un travail plus complet dans des zones où des fois, vous ne serez pas très à l'aise. C'est vrai que le ventre, c'est compliqué. L'arrière des cuisses, l'intérieur des cuisses, derrière, c'est très compliqué pour les chats. Donc, voilà, d'où l'importance vraiment de l'entretenir régulièrement. Surtout, je rajoute, quand il y a des bourres que vous voyez à un endroit précis, allez chez le toiletteur et ne coupez pas avec un ciseau. Ah ouais, non. Parce que ça, à chaque fois, la peau y passe aussi. Donc, Ouais, alors, vraiment attention. Là, par contre, ça, c'est dangereux. Moi, j'ai déjà vu effectivement des personnes couper le nœud avec les ciseaux en disant, ouais, et là, ils ont Ouais, coupé le chat. Donc là, par contre, ça, c'est exactement. extrêmement dangereux. Oui, Et ce qui est aussi, je regarde pour la suite des questions, je pense qu'on peut en parler maintenant, ce qui est très important aussi pour le poil, éviter l'apparition de nœuds au maximum et donc avoir une bonne qualité de poil, c'est l'alimentation aussi. bien C'est vraiment sûr. Oui, oui. la base. Si vous donnez une alimentation de piètre qualité, ben le poil ne sera pas de bonne qualité non plus. Et donc, vous allez avoir encore plus de soucis de nœuds. Donc, une bonne alimentation à la base aussi, c'est très important, notamment pour des chats à poils longs. Mais j'ai envie de dire pour tous les animaux en Oui, général. oui, en plus, oui, oui. Parce qu'il y a des chats à poils longs, mais il y a aussi des chats sans poils. Et les chats sans Ah oui, poils, comme les sphinx, est-ce qu'ils nécessitent, eux, des types de soins particuliers?
Voilà, vous savez, on fait un petit point sur les chats donc sans poils. Ils n'ont pas de poils, d'accord, mais ils ont une peau très fragile. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a moins de collagène, c'est-à-dire que c'est une mutation. Et donc ensuite, on a sélectionné, on a pris 2 chats et on a obtenu cette mutation. Et donc, la peau n'a pas de collagène. Donc d'abord, elle va cicatriser beaucoup plus lentement que sur les autres chats. Par exemple, quand on les opère, qu'on fait des ovarios sur ces femelles pour les stériliser, eh bien, on fait très attention parce que la peau cicatrise moins bien. Donc déjà, la première chose, les premiers soins, c'est de traiter assez rapidement la moindre griffure. Si par exemple, vous avez 2 sphinx et qui jouent ensemble, pardon, eh bien, s'il y a une griffure, il faut désinfecter rapidement et mettre éventuellement des crèmes cicatrisantes. Sinon, alors, là, il y a 2 écoles. On dit toujours que les chats à poils sans poils, il faut mettre de la crème dessus pour justement que la peau ne soit pas sèche. Et il faut y aller doucement avec la crème. Parce que quand vous mettez de la crème, d'abord le chat va se lécher. Ensuite de ça, ça peut obturer quand même un petit peu la peau qui ne va plus respirer. La peau est fragile, donc il ne faut pas secouer le chat en mettant de la crème. Donc en fait, je pense que pour les chats sans poils, le mot-clé, c'est l'observation. Voilà, c'est observer tous les jours le moindre petit bobo qu'il faut traiter. Faites attention aux désinfectants parce que la peau est fragile. Donc, par exemple, la bétadine qu'on utilise beaucoup, qui est marron iodé, le chat, il va être marron pendant un moment. Hein. Donc, moi, je pense que les chats sans poils, il faut regarder bien, il faut faire attention aux autres animaux, s'il y a 2 animaux. Il faut faire attention aux blessures. Il faut faire attention aux coussinets aussi, qui sont assez fragiles. Donc ça, on peut renforcer les coussinets avec des crèmes pour chiens, même, c'est pas grave. Mais voilà, il faut les observer. Et les soins, évidemment, on ne les brosse pas. Faites attention aussi, ces chats-là ont souvent des yeux très globuleux. Donc quand vous les soignez, faites attention, parce que comme les yeux sont globuleux, quand vous passez par exemple avec un pull ou autre, hop, ça peut abîmer la cornée. Donc voilà, une observation permanente, savoir que la peau est très fragile et que la moindre plaie va cicatriser en longtemps. Alors moi j'en ai un de sphinx. Et vous le savez, Ah, parce qu'en alors, ce moment il est un malade en expert. plus. Hein, il est peu cher, on ne sait pas vraiment ce qu'il a, mais bon voilà. Et quand j'ai eu le sphinx, moi j'ai vu pas mal de vidéos comme quoi les sphinx adoraient le bain. Vous les voyez sur les réseaux, ils leur mettent des petits bonnets de bain, vous les mettez dans l'eau, ils se régalent. Bon, moi il se trouve que j'ai le seul sphinx sur la Terre qui n'aime pas l'eau. Voilà, donc c'est vrai qu'on se posait beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut l'hydrater? Est-ce qu'il faut le laver? Finalement on fait rien. Voilà, on le lave pas. On met pas de crème, on met rien. Et honnêtement, il a une peau qui est nickel. Parce que j'ai des amis aussi qui en ont. Et souvent, quand il est sur un canapé ou qu'il est sur le lit, sur des draps blancs, ça laisse une traînée marron avec le sébum. Vous savez, voilà. Oui, Et en fait, ça, on remarque souvent que c'est quand les sphinx sont régulièrement lavés, en fait. Et du coup, le chat va sécréter beaucoup de sébum. Et donc, forcément, quand il va passer, il va mettre partout. Nous, le nôtre, il n'y a aucune trace de sébum. Il a une peau qui est parfaite. Alors après, c'est le nôtre en tout cas, mais je sais qu'on ne le lave pas, on ne met pas de crème hydratante. Alors, on fait attention, on ne le met pas au soleil. Voilà, ça, c'est sûr qu'il ne faut pas le mettre. Voilà. Mais à part, effectivement, faire très attention donc au soleil, être attentif, comme vous avez dit, aux différents aspects. Pas de bain, non, pas d'antiparasitaire, non, bien sûr, pas en pipette en tous les cas. pas en pipette. Antiparasitaire en comprimé, bien sûr, Voilà. mais bien sûr, pas de... Vraiment, le mot-clé avec les chats sans poils, c'est faire attention à tout ce qu'on va mettre dessus, puisque la peau est presque sans défense, entre guillemets. Hein, d'abord, elle est sans défense parce qu'il n'y a pas de collagène, mais surtout parce qu'elle est exposée à l'extérieur en permanence, alors que pour les autres, elle est protégée par le poil. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Nous, on a plusieurs animaux à la maison et des fois, ils s'amusent. Et c'est vrai qu'il y a la petite Oui, griffure voilà. qui peut passer par là. Donc, il faut être méfiant. En tout cas, le mien a les oreilles très sales. Depuis que Nicole est arrivée dans notre vie, donc la Staffy, par contre, elle s'occupe de lui nettoyer les oreilles. Donc ça, Oui, c'est oui. ça, c'est plutôt pas mal. Existe-t-il des soins particuliers à apporter aux animaux blancs? Est-ce qu'il y a des conditions météorologiques particulières, justement? Alors, on va parler des chiens blancs, mais on va parler surtout des chats blancs. Les chats blancs
attrapent des coups de soleil au niveau des oreilles. Mais c'est pire que des coups de soleil parce qu'au départ, ça fait, comment dire, des espèces de croûtes, hein, voilà, comme un gros coup de soleil qui ferait une croûte. Et ensuite, ça peut se transformer en cancer. Et donc, on est parfois obligé de couper l'oreille du chat. Ah ouais. Donc, qu'est-ce que l'on fait sur les chats? Alors, on peut utiliser n'importe quelle crème solaire pour nous. Il se trouve qu'il y a une crème solaire pour chat qui est sortie, que l'on met sur les yeux, sur les oreilles. Et donc, en fait, c'est le fait que tout le chat pourrait être fragile, comme il n'y a pas de pigments, mais comme il y a des poils ailleurs, ça le protège. Au niveau des oreilles des chats, vous savez qu'il y a toujours ce pavillon un petit peu où il n'y a pas de poils, et le chat adore se mettre au soleil, se chauffer. Alors évidemment, ça n'est valable que pour les chats qui vont à l'extérieur. Dans la maison, s'il y a un rayon de soleil, ça n'est pas utile. Mais si vous l'amenez à la campagne, oui, il faut. Alors, quand on met cette crème, bien sûr, il faut la bien masser, puisque vous savez que les chats vont passer leurs pattes. Mais vraiment, pour éviter ces coups de soleil qui se transforment en cancer, n'hésitez pas à mettre de la crème donc anti-solaire au niveau des chats. Si, comme il va le lécher, c'est vrai que c'est mieux de prendre une crème spécifique chat qui a été testée et qui ne présente aucun danger. D'accord. Il y a une petite particularité sur les chiens blancs Les chiens. au niveau de la surdité. Alors, les chats blancs aux yeux bleus peuvent être sourds parce qu'en fait, le gène de la surdité est porté à la fois sur, alors les chromosomes, c'est un peu plus compliqué, mais sur ce qui gère les yeux bleus et le blanc. Voilà. Donc souvent, les chats blancs aux yeux bleus sont sourds. Sur les chiens, c'est moins notable. On a beaucoup de surdité sur les dalmatiens, ça c'est autre chose. Par contre, les chiens blancs, eux, par exemple, je pense aux bull terriers blancs, sont ce que l'on appelle atopiques. C'est-à-dire qu'ils ont une allergie, enfin, c'est pas une allergie, c'est leur système immunitaire qui s'emballe à la moindre allergie. Et donc, ils se grattent tout le temps. Ils ont la peau très rouge. Alors évidemment, la peau rouge sur du blanc, c'est pas terrible. Et donc, là, c'est un traitement à long terme, ça existe, mais il faut d'abord diagnostiquer effectivement cette affection qui s'appelle l'atopie. Et là, c'est différent parce que tous les chiens blancs ne sont pas atopiques, alors que tous les chats blancs craignent le soleil. Donc là, il y a en plus une individualité chez le chien qu'il n'y a pas chez le chat. Moi, j'avais lu un article qui disait que la surdité chez les chiens, pardon, la surdité chez les chiens était due à un manque de mélanine qui atteigne l'oreille interne. Alors, ça peut, on a évoqué beaucoup de... Alors, sur le chat, on a trouvé que c'était génétique. Et effectivement, sur le chien, ce qu'il y a, c'est qu'il y a pareil des individus, mais on ne peut pas dire qu'il y a des races ou des couleurs chez le chien dont l'association fait qu'il y aura une surdité évidente. D'accord. On en arrive aux ongles. Doit-on entretenir les ongles des vieux chiens et si oui, comment? Alors, pourquoi on parle des vieux chiens? Parce que les gens disent toujours, est-ce qu'il faut couper les ongles des chiens? Non, à partir du moment où les chiens marchent correctement tous les jours dehors, il n'y a pas besoin de les couper, sauf sur les chiens qui ont souvent un double ergot. Le double ergot, c'est à la patte arrière, c'est certaines races, par exemple les bosserons, et en fait, quand il y a un ergot simple, il a tendance à moins pousser. Par contre, quand il y a des doubles ergots, ils poussent en rond comme ça et ils viennent se fixer, enfin percer le coussinet. Donc, quand il y a des doubles ergots ou même un ergot simple, par exemple les Jack Russell, ils ont un ergot devant qui souvent tourne, on peut couper cet ergot. Une petite question, est-ce que vous saviez à quoi servait auparavant cet ergot, cet ongle-là, en fait qui était un doigt, presque? J'ai ouï dire bien, que c'était pour escalader. Alors, presque, mais c'est dans l'autre sens, c'est pour pas s'enfoncer dans la boue. C'est-à-dire qu'en fait, quand il marchait dans la boue, eh bien, cet ongle-là, en fait, ce doigt, permettait de pas s'enfoncer. Donc maintenant, ça n'a plus d'utilité. Et donc, pour les ergots, oui. Le seul moment où il faut couper les ongles des chiens, c'est sur les vieux chiens qui marchent moins. À partir du moment où ils marchent moins, les ongles poussent très rapidement et donc ça va les gêner. Et ça, vous pouvez... Alors,
vous allez chez le vétérinaire ou chez le toiletteur, parce que c'est vrai qu'on a toujours peur de couper le petit vaisseau. Ça n'est pas dramatique, mais ça saigne beaucoup. Et sur les chats, évidemment, faut couper les ongles pour pas qu'ils vous grattent le canapé. Et là, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, en appuyant sur la patte, l'ongle est très, très courbé et on voit très facilement le sang. Et surtout, vraiment, il est très facile à couper, alors que sur un chien, parfois, il faut des tenailles pour couper l'ongle. Et donc, voilà, on coupe les ongles des chats. Alors attention, les gens reviennent et disent « Oh, ça a déjà poussé ». Bah oui, comme vous, c'est presque tous les mois. Et sur les chiens, on vérifie le fait que l'ongle ne pousse pas trop. Vous avez aussi des chats, des vieux chats, où les ongles poussent tellement qu'ils s'enfoncent dans le coussinet. Donc ça, à vérifier régulièrement. Alors, il y a aussi le cas de figure avec les vieux chiens qui continuent à marcher, mais qui ont les appuis qui sont un petit peu modifiés aussi, Oui. et qui fait que donc l'ongle va être plus long, on va dire, va pousser, va avoir moins être coupé naturellement. Pour les chats, nous, on évite de couper les griffes des pattes arrière pour qu'ils gardent leur appui. Oui, tout à fait. Ça, c'est très important. En fait, le chat se sert pour sauter ou même pour être en équilibre de ses pattes arrière. Et d'ailleurs, les griffes sont beaucoup plus, dures et plus épaisses à l'arrière. Et donc, surtout, on ne les coupe pas parce que c'est là-dessus qu'il prend appui. Tout à fait. Ouais. Alors, évidemment, aussi, attention, en tout cas, ça reste mon avis, vous allez me dire le vôtre. Si un chat, il y a une différence entre le chat qui sort et le chat qui reste à la maison. Bien sûr. Le chat qui sort a besoin de ses griffes pour se défendre. Mais oui, et pour monter aux arbres, bien sûr. Parce qu'il y a eu une époque aussi où il y a eu une mode, entre guillemets. Je ne sais pas si vous avez connu les capsules pour les griffes des chats. Alors, j'ai connu même pire, et heureusement c'est interdit. Les griffes que l'on enlevait, qui n'étaient pas les griffes, qui étaient les dernières phalanges, en fait. Ça. Donc ça a été interdit. Moi, je ne suis pas tellement pour les capsules parce que le chat glisse, en fait. Donc, non, c'est mieux quand on coupe les griffes devant. Bon, lui-même, après, il va un peu les refaire. Mais bien sûr, s'il sort, faut pas le faire. Mais les capsules, je suis pas fan. Alors, c'est bon. En plus, le fait de griffer, c'est un comportement naturel pour le chat. Donc, il faut lui mettre des arbres à chat, il faut trouver des subterfuges pour qu'il puisse le faire. Mais donc, pour dire qu'effectivement, un chat qui sort a besoin de ses griffes pour se défendre, notamment. Donc, il faut agir aussi différemment en fonction de l'environnement du chat. Et pour les chiens qui ont des griffes noires, c'est vrai que c'est plus compliqué pour voir la veine à l'intérieur. Donc, il y a une technique que nous on utilisait, c'était avec le coupe-ongle version pince. On appuie, et si le chien a une petite réaction, c'est que généralement on est un petit peu trop court, mais il faut aller au fur et à mesure. Après, pour les chiens qui ont peur aussi du coupe-ongle, il existe des limes à ongles électriques, mais ça peut aussi leur faire peur, mais ça peut aussi être un moyen de pouvoir leur raccourcir les griffes sans utiliser le coupe-ongle qui des fois peut un peu les surprendre au niveau du bruit. Oui. Alors, il y a une petite astuce aussi pour les griffes noires, mais bon, c'est pas évident, mais c'est de regarder par en dessous, parce qu'en fait, la partie à couper, parfois, il creuse. Mais ça nécessite de mettre le chien à l'envers. C'est déjà quand les propriétaires sont pas très à l'aise à couper les ongles, si en plus il faut mettre le chien sur le dos et regarder par en dessous, c'est pas l'idéal. Tout à fait. Question suivante, quel type de soins des yeux les chiens type molosse ont-ils besoin? Alors, les molosses, vous voyez ce que c'est un molosse? Alors, ce que j'appelle molosse, c'est pas forcément un gros chien qui fait peur. Un bouvier bernois, ça peut être dans les molosses, les dogs de Bordeaux. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces chiens-là? C'est un petit terme technique, ils ont ce qu'on appelle des ectropions, c'est-à-dire qu'ils ont la paupière inférieure, en fait, qui pend un peu, si vous voulez. Et donc, qui laisse voir la conjonctive, qui est souvent très rouge. Alors, quand ils ont cette paupière inférieure qui pend trop, on les opère. On enlève un morceau de paupière, justement, et en fait, en suturant, ça recolle la paupière sur la cornée. Mais donc, cette paupière qui pend et qui ouvre et qui leur donne une allure assez marrante, mais enfin, des conjonctivites très fréquentes. Donc là encore, il faut en fait nettoyer régulièrement pour éviter que les impuretés s'accumulent un peu dans cette poche. En fait, ça fait une espèce de poche. Donc, on nettoie au sérum Phi, et dès qu'il y a une rougeur trop importante, eh bien, dans ce cas-là, on va chez le véto qui prescrira un collyre anti-inflammatoire. Et surtout, on fait attention aux conditions. C'est-à-dire, par exemple, c'est un chien qui ne doit pas mettre sa tête en voiture un peu dehors parce qu'il va y avoir du vent,
On fait très attention s'ils vont à la mer ou dans le sable. Voilà, ce sont des chiens qui sont très, très fragiles par cette conjonctive qui ne protège ni la cornée ni l'œil. Et donc, la cornée, d'abord, n'est pas forcément humidifiée, donc il faut y faire attention. Et la conjonctive est très inflammable. Voilà, donc il faut surveiller. Mais ce qui est important aussi, ça vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de commencer jeune. Donc, c'est de vraiment prendre conscience des soins dont votre animal va avoir besoin par la suite et de le faire jeune pour pas que ça devienne un calvaire pour lui et pour vous. Hein. Oui, et puis quand on le fait sur un chiot ou sur un chaton, c'est de l'éducation, on le manipule, voilà. Et comme ça, quand il y a un traitement à faire, il se laisse manipuler. Tout à fait. On en a bien la dernière question. Quels sont les soins des oreilles des chiens à oreilles tombantes à apporter? On a vu les yeux, maintenant on voit les oreilles. Les oreilles. Alors, tous les chiens peuvent avoir des affections des oreilles, des otites autres. Mais les chiens à oreilles tombantes, type épagnol, évidemment, le conduit est moins aéré et donc les otites peuvent être plus importantes. Vous savez aussi qu'il y a les caniches qui ont caniches ou york ou petits chiens, bichons qui ont des poils dans les oreilles, donc qui bougent pareil. Alors, qu'est-ce que ça bouge? Ça bouge l'évacuation du cérumen. Et quand le cérumen s'accumule comme ça, eh bien, les bactéries qui sont dedans se trouvent dans un milieu nutritif extraordinaire. Et puis, sur les chiens à oreilles tombantes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les épillets. Donc, en fait, vous savez que les épillets, ça ressemble à une espèce de petits grains de blé, en fait. Et donc, quand ça se plante comme ça dans l'oreille, au départ dans l'oreille en bas, le chien se secoue et l'épillet rentre à l'intérieur du conduit. Et là, malheureusement, il faut l'anesthésier pour aller le chercher. Donc, je pense que c'est toujours pareil. C'est des soins, mais c'est une attention. C'est-à-dire que quand on a un chien à oreille tombante, on soulève les oreilles régulièrement. On regarde si l'oreille n'est pas noire. Les oreilles très noires, c'est signe quand même plutôt de gale auriculaire. Et donc, pareil, on touche un petit peu l'oreille, on les habitue petits à ce qu'on regarde. Et donc, tous les chiens peuvent être sensibles, mais quand vous avez un berger allemand, par exemple, qui a les oreilles bien droites, si le pavillon est rouge, vous le voyez tout de suite. Sur les chiens à oreilles tombantes, on le voit moins. Donc, on regarde. Alors, attention, quand on nettoie les oreilles d'un chien, moi, je suis pour et contre, je suis pour si on le fait bien. C'est-à-dire que quand vous mettez le liquide nettoyant, vous savez que le conduit, il est en L, comme ça. Donc, vous mettez votre produit. Vous risquez pas, même s'il y a un embout, vous risquez rien. Hop, vous mettez l'eau, vous massez à la base de l'oreille pour que ça aille jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui se passe là au bout? Quand vous faites que ça, il faut aller récupérer l'excédent de liquide que vous avez mis. Si c'est du traitant, c'est pas grave parce que le produit traitant reste au fond, c'est très bien. Mais si c'est de l'eau, eh bien, le produit reste. Donc là, il faut que vous preniez un sopalin et que vous alliez rechercher cette eau, entre guillemets, cette lotion. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas capable de faire ça ou que le chien ne se laisse pas faire, il vaut mieux ne pas nettoyer. Parce que nettoyer en laissant l'eau, c'est une catastrophe. Tout à fait. Tout comme quand on nettoie en fait avec un coton ou une lingette les oreilles, il faut faire en sorte de ne pas enfoncer en fait tout le cérumen. Il faut vraiment le faire remonter. Voilà. Donc c'est bon. Ça paraît facile, mais ça l'est pas vraiment. Il y a quand même un geste à avoir. Il faut faire avec douceur. Donc c'est pas évident. Ouais. Tout à fait. Exactement. Il ne faut pas hésiter évidemment à aller voir un professionnel pour réaliser cet acte. Eh bien, on a répondu aux 7 questions, Florence. Et comme d'habitude, je vous laisse le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, déjà, je n'ai pas insisté. Je voudrais insister sur tous les soins qui se font. On évite le coton, autant au niveau des yeux que de la peau que des oreilles. Le coton va laisser des filaments au niveau des yeux surtout, puisqu'il y a 2 rangées de cils. Donc, utilisez des compresses, pas forcément stériles. Il n'y a pas de souci, vous achetez un paquet de compresses. Éventuellement, les cotons démaquillants parce qu'ils sont compressés. Mais voilà, n'utilisez pas du coton normal. Et puis, toujours, on termine par le mot-clé. Le mot-clé, c'est l'observation. Voilà, observez l'animal. Et donc, dès qu'il y a quelque chose, vous mettez en place de la prévention. Donc, il y a 2 mots-clés, observation et prévention. Et surtout, technicité, c'est-à-dire que si vous pensez que vous n'arriverez pas à faire un soin, allez plutôt chez des professionnels, toiletteurs ou vétos, qui vous montreront
Mais parfois, quand on a un mauvais geste technique, d'abord l'animal ne se laissera plus faire après, et puis on n'a pas l'effet escompté. Oui, alors merci d'avoir précisé parce que j'ai parlé de coton. Quand je parlais de coton, je pensais au coton démaquillant. Vous avez bien fait de le préciser, merci. Moi, j'ajouterais, et je l'ai déjà dit, donc c'est facile, de commencer le plus tôt possible. Donc vraiment déjà de se renseigner. Voilà, vous allez prendre tel type de race de chien ou de chat. Ok, super. On se renseigne sur les particularités, les sensibilités, les soins qu'il y a à apporter. Et à ce moment-là, on commence soit à demander à un vétérinaire ou à l'éleveur comment réaliser ces soins-là, nettoyer les yeux, les oreilles, etc., tout ce qu'on a pu voir. Et on commence à le faire jeune pour vraiment habituer son animal à la maison. Parce que honnêtement, quand on commence à le faire trop tard et que le chien ou le chat n'apprécie pas, parce que s'il ne connaît pas le nettoyage des yeux, ça va pas être sympa pour lui, honnêtement, ça peut devenir un enfer pour les deux. Et le but, c'est que ce soit un moment limite agréable de partage, de jeu. Donc, il faut commencer le plus jeune possible pour que vous soyez, lui et vous, habitués donc, à ces gestes-là. Surtout les chats, j'allais dire. Oui, surtout les chats, oui, tout à fait. Ça peut Parce que aller très tenir un vite. chat qui veut pas se laisser faire, c'est pas facile. Ouais, ça peut aller très vite, effectivement. Florence, merci beaucoup pour une nouvelle fois ce podcast et toutes ces informations-là. C'est comme d'habitude un réel plaisir de partager avec vous et de pouvoir échanger sur différents sujets. N'hésitez pas, je le répète, je le dis, à liker et à commenter et à poser vos questions en commentaire de ce podcast. On est ravis de pouvoir partager ce moment avec vous et vous donner le plus d'informations possible sur vos chiens, sur vos chats, sur vos animaux de compagnie. On espère vous revoir très vite. Florence, on va se revoir très vite, voire même très très Ouais. vite. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très vite. À très vite.